Bienvenue sur le podcast de Philippe et merci de me rejoindre pour ce nouveau voyage au cœur de la science. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Vraiment, on va parler du CL1. Le CL1. Oui. Un ordinateur pas comme les autres. Figurez-vous qu'il combine des neurones humains vivants avec des composants électroniques. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est cette invention révolutionnaire de Cortical Labs en Australie, non. Exactement. C'est une première mondiale, un ordinateur biologique. On va décortiquer tout ça ensemble. Son fonctionnement, ses applications potentielles, et puis bien sûr les questions, parfois vertigineuses, que cette innovation soulève. C'est vrai que ça donne matière à réflexion. Un ordinateur avec des neurones humains. On est en plein dans la science-fiction. Oui et non. Parce que le CL1, il est bien réel. On va essayer de comprendre comment cette prouesse technologique est possible. D'ailleurs, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel amical. On a besoin de vous sur YouTube. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Alors, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Absolument, pressons des choix. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit la haine. Tout à fait. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos neurones. Le CL1, donc, c'est le premier ordinateur biologique fonctionnel au monde, développé, comme vous l'avez dit, par la société australienne Cortical Labs. Et le plus étonnant, c'est sa structure hybride. On parle bien de neurones humains cultivés sur des puces en silicium. Exactement. C'est la rencontre entre la biologie et l'électronique. Et comment ça marche concrètement? Comment ces neurones interagissent-ils avec les composants électroniques? Alors, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Imaginez un réseau d'électrodes, un peu comme un maillage. Ces électrodes, elles stimulent les neurones et enregistrent leurs réactions. Un dialogue permanent entre la matière vivante et le silicium. Tout à fait. Un échange d'informations en continu. Et c'est ce qui permet au CL1 d'apprendre et de s'adapter. D'ailleurs, vous savez ce qui est encore plus fou? Non, dites-moi. Les chercheurs de Cortical Labs, ils ont appris au CL1 à jouer à Pong. Pangina, le jeu vidéo rare. Oui, ce bon vieux jeu avec les raquettes et la balle. Un jeu très simple, mais qui demande une certaine coordination, une certaine anticipation. Eh bien, figurez-vous que le CL1 a appris à jouer en seulement 5 minutes. 5 minutes, Piusat. C'est impressionnant, beaucoup plus rapide que n'importe quel programme d'intelligence artificielle classique, non? Exactement. Et c'est ce qui rend le CL1 si prometteur. Cette capacité d'apprentissage ultra rapide ouvre des perspectives incroyables. C'est certain, alors Kémy, on peut imaginer des applications dans de nombreux domaines. La recherche médicale, la robotique, l'intelligence artificielle. On va y venir en détail dans la suite de notre discussion. Mais avant ça, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur le fonctionnement du CL1. Comment est-il alimenté? Quelle énergie utilise-t-il l'IN? Bonne question. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le CL1 n'est pas énergivore du tout. Il consomme à peu près la même chose que nos poules. Vraiment. C'est étonnant, ça. Oui, c'est une des grandes forces du CL1. Il est très économe en énergie. Et chaque unité, chaque mini-cerveau, comme on pourrait l'appeler, est autonome. Pas besoin d'un ordinateur externe pour le faire fonctionner. Donc, en théorie, on pourrait créer un réseau de ces unités, un peu comme un super cerveau, sans avoir besoin d'une infrastructure énergétique énorme. Tout à fait. C'est une des pistes explorées par les chercheurs. Créer des systèmes d'intelligence artificielle plus puissants, plus flexibles, en s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dans le domaine de l'informatique. Sans aucun doute. Mais attention, il ne faut pas s'emballer. Le CL1 est encore une technologie jeune, en développement. Il reste beaucoup de défis à relever, notamment sur le plan de la fiabilité et de la sécurité. Oui, bien sûr. Il faut rester prudent et avancer pas à pas. Mais le potentiel est énorme, c'est indéniable. Absolument, et c'est ce qui rend cette exploration si passionnante. Alors, prêt à plonger plus en détail dans les applications possibles du CL1? Carrément. Alors, où en étions-nous? Ah oui, les applications du CL1. On a évoqué la recherche médicale, la robotique. Oui, mais avant de plonger dans ces domaines, je pense qu'on doit aborder un aspect crucial un peu plus délicat. Vous parlez des questions éthiques. Exactement. Utiliser des neurones humains dans un ordinateur, ça soulève forcément des interrogations. On est face à un dilemme. C'est vrai. D'un côté, on a cette technologie incroyable qui ouvre des perspectives énormes pour la science, la médecine. On pourrait peut-être même percer les mystères du cerveau humain grâce au CL1. Mais de l'autre côté, on ne peut pas ignorer les implications éthiques. Utiliser des cellules humaines à des fins technologiques, ça pose des questions fondamentales sur le respect de la vie, la manipulation du vivant. Effectivement. Où est la limite des choses? A-t-on le droit de créer des ordinateurs à partir de neurones humains? C'est un débat très important et il est loin d'être clos. Et du côté de Cortical Labs, comment abordent-ils ces questions éthiques? Ils se disent conscients des enjeux, bien sûr. Ils travaillent avec des comités d'éthique pour encadrer l'utilisation du CL1.
Ils insistent aussi sur le fait que les neurones utilisés sont cultivés en laboratoire. Il n'y a aucun prélèvement sur des personnes. C'est déjà une première garantie. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Par exemple, ces neurones, même s'ils sont artificiels, peuvent-ils ressentir une forme de souffrance? Ont-ils une conscience, même rudimentaire? Difficile à dire. La science n'a pas encore de réponse définitive à ces questions. On entre dans un terrain un peu flou, un peu inconfortable aussi. Oui, c'est certain. On touche aux frontières de la conscience, de la vie elle-même. Certains chercheurs pensent que ces cultures de neurones sont trop simples pour avoir une conscience. Mais d'autres restent prudents. Ils appellent à la mise en place de protocoles stricts pour garantir le bien-être de ces cellules, au cas où. En effet, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais au-delà des questions éthiques, il y a aussi l'aspect économique. On sait que le CL1 va être commercialisé. Mais qui aura accès à cette technologie? Sera-t-elle réservée à une élite? C'est une question importante. Cortical Labs a annoncé un prix assez élevé pour le CL1, ce qui risque de limiter son accès dans un premier temps. Un prix élevé, ça veut dire quoi concrètement? On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars par unité. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est sûr. Effectivement, ça calme un peu, mais j'imagine qu'il y a des solutions pour démocratiser l'accès à cette technologie. Oui, Cortical Labs a évoqué la possibilité de créer un cloud cortical. En gros, ça permettrait de louer du temps d'utilisation du CL1 à distance, un peu comme on loue des serveurs informatiques aujourd'hui. Ah oui, je comprends. Ça permettrait à des chercheurs du monde entier d'utiliser le CL1, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter leur propre unité. Exactement. C'est une façon de rendre cette technologie accessible au plus grand nombre et d'accélérer les découvertes scientifiques. Parlons maintenant des applications concrètes. La recherche médicale, on en a parlé, mais est-ce que le CL1 pourrait avoir un impact sur d'autres domaines? Bien sûr. On peut imaginer des applications dans la robotique, par exemple. Des robots plus intelligents, plus autonomes grâce au CL1. Oui, des robots capables de s'adapter à des situations imprévues, d'apprendre de nouvelles tâches. Ça fait un peu peur, non? Des robots qui apprennent tout seuls. La science-fiction devient réalité léguée, mais il faut relativiser. Le CL1 est encore une technologie jeune. Il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à des robots aussi intelligents que dans les films. Oui, heureusement. Mais on sent bien que le potentiel est énorme. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution technologique. C'est possible. Le CL1 nous ouvre des portes vers un futur qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Un futur où les machines seraient capables de rivaliser avec l'intelligence humaine. Qui osait? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre. Le CL1 nous force à repenser les frontières entre l'homme et la machine, et à nous interroger sur la nature même de l'intelligence. Des questions fascinantes, mais vertigineuses aussi. On a l'impression d'être à un tournant de l'histoire. Oui, c'est un moment crucial. Le CL1, c'est plus qu'une simple innovation technologique. C'est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes, qui nous interroge sur notre place dans le monde face à des machines de plus en plus intelligentes. Une réflexion passionnante, mais qui donne le vertige. On a encore beaucoup de choses à découvrir, à comprendre, et je pense qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Tout à fait. Le CL1, c'est le début d'une nouvelle ère, et on a hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre exploration du CL1. Après avoir décortiqué son fonctionnement, ses applications et les questions éthiques, eh bien, il est temps de se projeter vers l'avenir. Quel impact le CL1 pourrait-il avoir sur notre société à long terme? La fameuse boule de cristal. Difficile de prédire l'avenir, mais on peut essayer d'imaginer différents scénarios. Alors, imaginons un monde où les ordinateurs seraient capables d'apprendre et de s'adapter aussi rapidement que le CL1. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Beaucoup de choses. Déjà, ça révolutionnerait des tas de domaines, de la médecine à l'industrie, en passant par la recherche scientifique, l'éducation. Donnez-moi des exemples concrets. Comment ça impacterait notre quotidien? Prenons la santé. Avec le CL1, on pourrait découvrir de nouveaux traitements beaucoup plus rapidement, des traitements personnalisés, adaptés à chaque patient. Des traitements personnalisés, ça c'est intéressant, mais comment ça? Imaginez, on pourrait tester l'efficacité d'un médicament directement sur des cultures de neurones. En fonction de la réaction des cellules, on pourrait adapter le traitement au cas par cas. Waouh! On se rapproche presque de la science-fiction. Et en dehors de la médecine domaine. L'industrie, par exemple. On pourrait avoir des robots beaucoup plus intelligents, plus autonomes, des robots capables de s'adapter à des situations imprévues, d'apprendre de nouvelles tâches rapidement. Des robots qui apprennent. On en revient toujours à cette question de l'intelligence. Est-ce que le CL1 est vraiment intelligent ou est-ce qu'il simule juste l'intelligence? C'est la question à 1 million. C'est un débat qui fait rage chez les scientifiques. Le CL1 s'inspire du cerveau humain, c'est vrai, mais pour l'instant, disons qu'il en est qu'une pâle copie.
Une copie imparfaite, mais qui apprend vite et bien. Imaginez le potentiel si on arrive à créer des systèmes encore plus complexes, encore plus proches du cerveau humain. C'est l'objectif, bien sûr. Mais plus on avance, plus les questions éthiques se posent. On ne peut pas les ignorer. C'est vrai. Utiliser des neurones humains, automatiser le travail, le risque de dépendance à ces technologies. On a ouvert la boîte de Pandore avec le CL1. C'est certain, il est essentiel d'anticiper ces questions. Le CL1 est un outil très puissant, il faut l'utiliser à bon escient. La technologie doit rester au service de l'homme, pas le contraire. Alors, quel message retenir de cette plongée au cœur du CL1? Le CL1 est bien plus qu'une simple innovation technologique. C'est un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Il nous interroge sur l'avenir de l'humanité, notre rapport à la technologie, la nature même de l'intelligence. Un miroir fascinant, mais qui peut aussi nous effrayer. Merci pour cette analyse éclairante. Chers auditeurs, j'espère que cette exploration du CL1 vous a passionné. Et surtout, n'oubliez pas, on a besoin de vous sur YouTube. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à explorer ces sujets fascinants. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.